Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de novembre. Comme d'habitude, on va d'abord faire un petit tour du côté des statistiques et au mois de novembre, j'ai lu 5 livres, je n'en ai abandonné aucun. Il y en a 2 que j'ai lus en version papier, 4 que j'ai lus en version audio, c'est-à-dire qu'il y en a un que j'ai lu en version papier et audio en même temps. 0 e-book pour un total de 2037 pages, ce qui représente approximativement 67 pages par jour, une moyenne de 4 étoiles et j'ai intégré 8 livres à ma pile à lire. Normalement cette vidéo devrait être assez courte puisque je ne vais vous parler précisément que de 2 romans aujourd'hui, étant donné qu'il y en a 3 dont je vous ai parlé dans un précédent vlog. Le premier roman que j'ai lu au mois de novembre, c'est Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, qui est le tome 4 de la série Un palais d'épines et de roses. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Feyre, qui, un beau jour, en allant chasser avec sa famille, va tuer un grand faé qui était métamorphosé en loup. Le seigneur de la cour du printemps, qui était responsable de ce grand faé, va venir réclamer une vie pour une vie et embarquer Feyre dans son royaume en compensation du décès de l'un de ses sujets. De là va démarrer une histoire entre eux, il est question d'une malédiction. Le tome 1 est une réécriture de La Belle et la Bête, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Évidemment, l'histoire évolue et le tome 4 est le premier volume. Alors, je ne sais pas si c'est le premier volume d'une nouvelle trilogie qui continue l'histoire, ou s'il s'agit de... Alors, on ne peut pas vraiment parler de tome compagnon parce que vraiment l'histoire suit son cours. C'est juste que les personnages principaux ne sont plus les mêmes. Dans le premier volume, on suit Feyre et les personnages qui gravitent autour d'elle. Elle est toujours présente ici, mais on va suivre un autre personnage. Cet autre personnage, c'est une de ses sœurs. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour ne pas vous spoiler complètement l'histoire globale. J'ai adoré ce 4e tome, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. J'avais très peur en le commençant parce que Nesta n'est pas un de mes personnages préférés. C'est quelqu'un qui est très amer. Elle a énormément de raisons de l'être, je suis d'accord, mais j'avais peur que ce soit trop lourd et qu'elle soit vraiment insupportable. C'est un petit peu le cas au départ et je trouve que l'autrice a bien fait d'intégrer le tome 3,5 entre le tome 3 et le tome 4 parce qu'il nous permet d'appréhender un petit peu plus Nesta et de savoir vers quoi on se dirige, ce qui fait que j'appréhendais un peu moins la lecture de ce tome 4 après avoir lu le tome 3,5 un peu plus tôt dans l'année. Je vous conseille cette série de tout cœur, c'est vraiment chouette, l'univers est incroyablement riche, tous les personnages sont soit attachants, soit agaçants, mais il y en a énormément qui sont attachants et on ne peut que... pas forcément tous les aimer, mais on ne peut pas rester insensible à la situation dans laquelle ils se trouvent et aux événements qu'ils vivent. Le style de l'autrice est toujours aussi fluide, je regrette un petit peu quelques répétitions, mais ça j'en ai déjà parlé dans Crescent City et c'est, je pense, c'est un des défauts de la plume de cette autrice, qui par ailleurs est plutôt bonne. Et je trouve que l'histoire, l'intrigue de ce tome 4 était un petit peu légère. Je trouve que ça va un poil trop vite, j'aurais bien aimé qu'on s'attarde un peu plus et je trouve qu'il y avait matière à faire peut-être un 2e tome. Alors celui-là est déjà vraiment énorme, mais je pense qu'il y avait matière à faire un 2e tome autour de cette intrigue. Je veux dire, la première trilogie, à part le tome 1 qui est vraiment introductif et qui a sa propre intrigue, on va dire, les 2 tomes suivants tournent autour de la même histoire. Je pense que là, ça aurait mérité pas des pages supplémentaires, mais vraiment un tome, un second tome. Donc on va voir, je ne sais pas du tout, je crois que l'autrice va commencer à écrire la suite, donc le tome 5. On verra, est-ce que ce sera de nouveau Nesta, notre personnage principal, ou est-ce qu'on va se concentrer sur un autre personnage? J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai lu Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, 4,5 dans Copile, et je vous laisse découvrir mon avis un peu plus en détail dans le vlog sur la SF que j'ai fait au milieu du mois de novembre, je pense. Idem pour Poster Girl, auquel j'ai mis 3 étoiles sur Goodreads. C'est écrit par Veronica Roth, l'autrice de Divergent. Je vous laisse découvrir mon avis plus en détail dans ce vlog. Et toujours pareil pour Un monde après l'autre, le tome 1 des chroniques de Saint Mary de Jodie Taylor, auquel j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Du coup, le dernier roman, enfin presque, dont je vais vous parler aujourd'hui et que j'ai lu au mois de novembre, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'avais sorti de ma palle des cartes pour un livre numérique. Et je l'avais effectivement en version numérique, au final je l'ai lu uniquement en version audio, mais bon,
ça complétait quand même ce critère au moment où je l'ai sorti, c'était Les Oubliés d'Astrelune de Lord Dergelos. J'avais très hâte de lire cette histoire puisque j'avais adoré Prospering, et la phrase sans fin, qui a remporté le PLIB l'année dernière et qui a aussi remporté d'autres prix, il me semble. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle... Je me souviens plus de son prénom. Nightingale. Holly, je crois que c'est ça. Holly Nightingale. Alors je regrette un peu que l'autrice ait décidé d'intégrer son univers dans un monde anglicisé. Je sais pas si ça se dit. Les noms des personnages sont vraiment... ont une forte connotation. Enfin, forte connotation, non. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout le monde est anglais dans cette histoire. Le nom du village, enfin, tout est anglais. Et comme c'est une histoire complètement inventée, c'est pas comme si ça se déroulait vraiment en Angleterre. Quoique, je crois qu'elles ont un appartement à Londres. On navigue entre deux lieux, deux endroits. Je vais pas trop vous en dire parce que je me souviens plus jusqu'où va le résumé. Mais en gros, on va suivre d'un côté donc Holly Nightingale qui travaille dans un musée. Le musée qui recense les objets d'un monde qui aurait existé ou peut-être pas. Et un beau jour, Holly va découvrir que sa sœur a disparu. Seulement quand elle va poser la question à sa logeuse, est-ce que vous avez vu ma sœur, etc. Et la logeuse va lui répondre, mais vous n'avez pas de sœur. Donc il semblerait qu'à part Holly, personne ne se souvienne de sa sœur. Et à côté de ça, on va avoir une jeune femme, une très jeune ado qui a seulement 12 ans. D'ailleurs, ça m'a un petit peu perturbée. Je pensais pas que le personnage principal serait si jeune. Parce que Holly, elle, est beaucoup plus âgée. Je pense qu'elle doit avoir au moins une dizaine d'années de plus. Et donc de l'autre côté, on va suivre cette jeune adolescente qui est en vacances pendant l'été chez ses grands-tantes dans le manoir familial, dans une petite ville en banlieue de Londres, et qui va découvrir que peut-être que sa famille est un petit peu plus extraordinaire que ce qu'elle semble être au premier abord, même si déjà de base, ils sont un petit peu tous loufoques. Et sa mère s'est enfuie de cette famille, elle laisse cependant sa fille revenir tous les étés et c'est un peu son refuge. C'est une jeune fille qui est pas forcément bien dans sa peau, qui est assez discrète et ces 2 mois d'été, c'est vraiment pour elle l'occasion de vivre une vie un petit peu aventureuse et je trouve qu'il y a un beau parallèle du coup entre les 2 personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je regrette de l'avoir lue uniquement en version audio, je pense que je l'aurais encore plus appréciée si j'avais eu la version papier ou même numérique sous les yeux. Je pense que c'était une erreur de ma part de me concentrer uniquement sur l'audio pour cette histoire. Je sais que je la relirai. On a un pirate, on a une histoire de sauvetage, il faut en gros sauver le monde, mais je vais pas vous dire quel monde. Il y a tout un pan très, pas mystique, mais Lord Dergelos a une imagination absolument débordante, foisonnante, et il y a quelque chose de vraiment magique. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis magique, c'est pas juste la magie, ou enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est féerique. Je sais pas trop comment vous dire ça. On a des saltimbanques, on a notre monde d'un côté, un autre monde de l'autre. Est-ce que ce monde existe? Est-ce que c'est notre monde qui existe, ou les deux, ou aucun des deux? J'ai adoré la plume de l'autrice, ponctuée par des petites touches d'humour. Elle réussit à intégrer le lecteur à son histoire et on se prend d'affection pour énormément de personnages. Je vous l'ai dit, j'ai adoré le parallèle entre les deux héroïnes. Elle y va pas par 4 chemins et elle prend pas forcément de gants avec certaines des scènes auxquelles on assiste. Donc autant Prospering, je le trouvais assez accessible, autant Les Oubliés d'Astrelune, je pense qu'il s'adresse à un public un peu plus âgé parce qu'on a parfois des scènes très dures auxquelles on assiste. On a des meurtres, on a un personnage qui se scarifie, on a la disparition d'un être cher, enfin, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont abordées dans ce roman, que je vous conseille de tout cœur parce que je l'ai vraiment adoré et j'ai très hâte du coup de lire La Voleuse de Toit, qui est son autre roman qui est paru. Je sais juste que pour le coup La Voleuse de Toit, il faudra vraiment que je le lise
en version papier et je sais que, comme je vous l'ai dit, je relirai vraiment les Oubliés d'Astrelune, mais dans la version papier. Il y a un personnage que j'ai... C'est pas qu'il m'a paru dispensable, quoique. Je pense que l'autrice aurait pu le traiter d'une autre manière. Mais à part ça, c'était vraiment très très chouette. Je vous avais dit que cette update lecture allait être très très court parce que je n'ai toujours pas fini l'Automne des Magiciens, le tome 2, La Reine Noire d'Hélène P. Merel. J'ai atteint la page 106, je suis en plein milieu d'un chapitre, bien entendu. Et je n'ai pas non plus avancé dans The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Je suis toujours page 154. Donc là par contre j'ai dépassé la moitié, je pourrais très bien le finir, mais je veux absolument me concentrer sur ma palle des cartes du mois de décembre et essayer de m'avancer le plus que je peux pour intercaler les lectures qui me restent à terminer avant la fin de l'année entre deux lectures de ma palle des cartes du mois de décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos dernières lectures du mois de novembre. Est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez eu des abandons? J'ai oublié de vous préciser que mon roman préféré du mois de novembre, sans être un coup de cœur, c'était le tome 4 d'Un palais d'épines et de roses. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!